Mon instant préféré, c'est quand la lumière imprime la toile et qu'il n'y a plus rien autour, à part des songes si proches d'être là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. On a vu, on a entendu, alors ce soir il va falloir en parler. Bienvenue dans Phosphène, votre podcast dédié à la curiosité cinématographique. Petit rappel du principe de l'émission. Chaque mois, on vous parle de 2 œuvres sorties en salle, l'une choisie par Pierre, ici présent, l'une choisie par moi. Il s'agira pour nous de faire un choix. Parmi tous les nouveaux films visionnés, on devra chacun n'en garder qu'un. Bien sûr, on ne peut pas choisir le même film, sinon ce serait pas drôle, et quelle que soit l'œuvre dont on parle, on l'aura à chaque fois vu tous les deux. Il faut savoir que chaque mois, nous préparons une sélection de films qui peuvent potentiellement se retrouver dans notre choix final. Pour ce mois de mars, nous avions dans notre programme The Batman de Matt Reeves, Rien à foutre d'Emmanuel Mar et Julie Lecoustre, Goliath de Frédéric Tellier, À plein temps d'Éric Gravel et enfin Ambulance de Michael Bay. Rentrons dans le vif du sujet. Pierre, parmi tous les films cités précédemment, tu as dû en choisir qu'un. Le suspense est à son comble, nous n'en pouvons plus attendre. Je t'en prie, Pierre, dis-nous enfin, quel est-il ? J'ai choisi The Batman de Matt Reeves. Fear is a tool. But when that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. Dans sa 2e année de lutte contre le crime, le milliardaire et justicier masqué Batman explore la corruption qui sévit à Gotham, et notamment comment elle pourrait être liée à sa propre famille, les Wayne, à qui il doit toute sa fortune. En parallèle, il enquête sur les meurtres d'un tueur en série qui se fait connaître sous le nom de Sphinx, et sème des énigmes cruelles sur son passage. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi The Batman de Matt Reeves ? Alors, j'ai décidé de parler de The Batman, d'abord parce que j'adore Batman, c'est un de mes super-héros préférés depuis très longtemps, depuis que je suis petit, et ça m'intéressait de me demander comment est-ce que ce film il s'inscrit dans toutes les adaptations de Batman en fait. Et en plus de ça, il se trouve que c'est un film qui m'a pas laissé indifférent et sur lequel il y a plein de choses à dire. Alors déjà, il faut savoir que j'étais vraiment très hypé par les images que j'avais vues du film. Au début de la promotion du film, je m'en fichais un peu, et puis plus j'ai vu des images de bande-annonce, etc., et plus j'étais hypé. Et du coup, je suis forcément un petit peu déçu, parce que ça reste quand même un blockbuster de super-héros hollywoodien assez classique. En fait, je m'attendais à ce qu'il aille plus loin dans ses partis pris, donc en l'occurrence dans son côté sombre, dans son côté violent, dans son côté assez brut finalement. Et voilà, là-dessus, je suis un petit peu déçu. Cependant, ça reste quand même un bon film et je trouve au-dessus de pas mal de blockbusters actuels. En tout cas, de blockbusters super-héroïques. Je me posais la question, en regardant le film, comment ce film il s'inscrit dans les différentes sagas Batman. Parce que Batman, c'est un super-héros qui est extrêmement populaire. Je pense qu'avec Spider-Man, c'est l'un des super-héros les plus populaires, en tout cas au cinéma. Et il a eu des adaptations au cinéma quasiment toutes les décennies, depuis les années 60. Donc dans les années 60, il y avait une première adaptation de la série télé. Ensuite, il y a eu des adaptations dans les années 80 qui étaient les films de Tim Burton, dans les années 90 de Joel Schumacher, à la fin des années 2000 avec les adaptations de Christopher Nolan. Dans les années 2010, il y avait Batman v Superman qui a relancé la franchise chez DC, et The Batman en 2021. En 2022. Qu'est-ce qu'il y a ? The Batman en 2022. Oui, j'ai dit The Batman en 2021, c'est The Batman en 2022, bien vu. Je sais pas quelle année on est, salut à tous. Et donc, je trouve ça intéressant déjà de voir le portrait qui est fait de Batman dans cette adaptation, puisque le personnage est écrit comme un jeune Batman qui est violent. Il y avait déjà les prémices de ça un peu dans Batman vs Superman, avec Ben Affleck, qui était un Batman assez extrême, assez violent, aigri, et qui était même un peu le méchant de l'histoire. Mais c'était un vieux Batman, donc il avait déjà connu beaucoup de choses, et comme ça qu'il en était arrivé là. Là, on est sur un Batman qui est plus jeune, beaucoup plus jeune, puisqu'il est au début, on va dire, de sa carrière, même s'il a quand même une influence sur Gotham. Il y avait déjà un peu ça dans Batman et Robin.
Non, je rigole. Oui, alors j'ai pas vu Batman et Robin du coup. Ah, t'as mais pas vu Je savais pas qu'il y avait déjà un peu ça. Non, je rigole, mais pas du tout. Ok. T'as pas vu Batman et Robin? Mec, j'ai pas vu Batman et Robin. Bah, si tu les J'ai vois, pas vu les deux films de Schumacher. j'espère que t'aimes le cuir. Si tu les vois. Le latex et la carte de crédit. Franchement, c'est un peu chaud. Mais bon, perso, de ce que j'en ai vu, j'ai l'impression qu'il a un certain charme nanardesque. Mais après, voilà, c'est un film qui. Bah, il y a une pousse vraie vers- DA en vrai. Hein. Oui, Mais c'est bon, vrai. bref, on n'est pas là pour parler. Volontairement kitsch, mais. Ouais. Mais du coup, en parlant de direction artistique, je trouve que c'est un des points les plus réussis de The Batman. C'est ça qui me hypait dans les bandes annonces et c'est ça qui, on va dire, m'a maintenu vraiment dans le film pendant tout le visionnage. C'est que visuellement, le film est assez magnifique. T'avais le nom du chef opérateur. Greg Fraser, le chef opérateur aussi de Dune. Ouais, bah du coup, voilà, on parlait de Dune tout à l'heure. D'un point de vue visuel, c'est pas forcément évident. Enfin, on voit pas que c'est le même chef-op parce que visuellement, ça a rien à voir. Mais du coup, je trouve que le travail du chef-op est vraiment très réussi et globalement, toute la direction artistique. Bah, là où ils auraient un point commun, c'est, je vais dire, dans le grain. Même si Dune est beaucoup plus lisse, après c'est aussi en termes de décor, mais quelque chose de déjà beaucoup. Enfin, là où ils s'opposent vraiment, c'est-à-dire que le Batman travaille le noir, Dune travaille le blanc et Puis le Dune beige. travaille la lumière parce qu'on est sur une Voilà. planète très lumineuse. Mais les mais- deux ont cette volonté de se rapprocher même très quelque chose de plus analogique, de Ouais, un truc, on peut toucher l'image, quoi. le grain du sable. Là, c'est le grain du Mais poisseux, quoi. d'ailleurs, je suis en train de penser au fait qu'il y a un plan vers la fin du film qui contraste avec le reste dans The Batman et qui effectivement peut faire penser à Dune. Quand on voit Batman en plein jour dans le vent avec un peu de poussière, effectivement, on peut un peu penser à Dune sur le côté plastique. À ce moment-là, il y a un vrai lien. Tout ça pour dire que la direction artistique du film est vraiment assez réussie. On est sur, en plus, un jeu avec surtout deux couleurs que sont le rouge et le noir. Le noir parce que la nuit, etc. Le rouge parce que le sang, parce que la vision nocturne. Enfin, je ne saurais pas comment justifier ça, mais en tout cas, c'est très joli. Mais c'est aussi un peu là où ça m'a piégé, parce que du coup, en voyant les images, je me suis dit, ça va être magnifique, donc ça va être un putain de film. Et au final, j'ai un peu été déçu par d'autres aspects que je m'en vais t'exposer tout de suite. Donc déjà, ce qui me hypait, là où j'ai été un petit peu déçu, c'est que je m'attendais, dans le traitement de l'action, à un Batman un peu post-John Wick. Et là-dessus, en fait, je trouve que justement, c'est là où ça peut poser problème, c'est que ça l'est un peu. On a un traitement de l'action où on a des plans assez longs et une vraie physicalité, quitte à enlever un peu de spectaculaire. Mais malheureusement, je trouve que c'est un Batman post-John Wick qui s'assume pas trop, dans le sens où il y a quand même pas tant de scènes d'action que ça, au final. J'avais notamment été très hypé dans la bande-annonce par certains plans précis, qui sont dans le film et qui sont très jouissifs, comme un plan qui se trouve au tout début du film, d'ailleurs, la première apparition de Batman, qui est quand Batman il enchaîne plusieurs coups de poing sur un bandit qui met dos à un poteau. Ce moment-là est très réussi et très jouissif, mais même dans le film, il est un peu court. Ça manque de quelque chose où, voilà, j'aurais aimé, en fait, pour être très concis, j'aurais aimé plus d'action dans ce film-là, parce que j'aime bien le traitement de cette action et qu'elle se fait assez rare, surtout dans un film qui fait presque 3 heures. Autre aspect qui m'a un peu déçu, et là ça m'a même plus qu'un peu déçu, c'est plutôt au niveau du scénario, de l'écriture, parce que je suis un grand fan de The Dark Knight. La saga de Nolan, elle a ses hauts et ses bas, mais The Dark Knight, qui est le deuxième film de sa saga, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre, surtout en termes de narration, parce que le film a des défauts aussi, la manière de filmer l'action de Nolan, elle est loin d'être parfaite, mais voilà, une grande qualité de The Dark Knight, c'est son écriture et globalement sa narration. Et là, je trouve que le film, il souffre de la comparaison. Pourquoi ? Parce qu'il a un méchant qui est assez semblable, à savoir une espèce de mastermind, un mec qui est un peu taré, du coup on sait pas trop où il veut aller, il a tout prévu à l'avance, et il va même se servir de Batman au sein de son plan, pour dire à quel point il a tout prévu. Et donc Batman, en fait, c'est une espèce de souris dans un labyrinthe, qui essaye de sortir de là en résolvant les énigmes et en résolvant les indices. Et là-dessus, je trouve que du coup, le Riddler de Paul Dano, le Sphinx de Paul Dano, il souffre de la comparaison avec le Joker de Heath Ledger, qui était un méchant vraiment marquant et avec lequel c'est très dur de rivaliser. Parce que du coup, pour ce qui concerne purement le plan du méchant, que je ne révélerai pas parce que le début du 3e acte, c'est une révélation d'une partie du plan, et ben je trouve ça décevant en fait. Ça fait un peu pétard mouillé, sans mauvais jeu de mots. Le Joker écrit par Nolan, en fait, allait dans cette direction, mais allait beaucoup plus loin. En fait, ce côté, ce méchant un peu mystérieux qui a tout prévu à l'avance, qui fait des attentats, et ben, il était vachement plus réussi, je trouve, chez Nolan. Il était mieux écrit, plus imprévisible et plus spectaculaire. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'il y a une grosse inspiration de la part de Matt Reeves quand il a écrit L'Homme Mystère par rapport au Joker de Nolan, mais il symbolise pas la même chose, je pense, par contre. C'est là qu'il y a une grosse différence et
ils ont pas le même, ils questionnent pas les mêmes travers de la société, ils questionnent Oui, pas. oui, ils parlent pas de la même chose, Ouais. effectivement. Le Joker de Heath Ledger, qui était écrit par Nolan, il avait vachement plus un côté agent du chaos. Vraiment, il sort de nulle part, on sait pas ce qu'il fout là, et on sait juste qu'il va foutre la merde, et c'est ça qui est terrifiant. Il y avait un côté un peu abstraction, où le fait qu'on en dise peu, ça le rendait terrifiant. Là où, effectivement, Paul Dano, c'est plus que ça parle... j'avais mis d'ailleurs dans mes notes que c'est un méchant c'est un méchant incel. Ça parle d'un vrai truc de société, qui sont du coup ces jeunes hommes qui vivent reclus et qui, par plusieurs fois dans l'histoire récente des États-Unis, ont pris les armes pour commettre des attentats. Et en fait, Paul Dano, dans ce film-là, c'est une vraie référence à ce mouvement-là, avec tout le côté, il s'est développé sur Internet, il y a des gens qui lui ont appris à fabriquer des armes artisanales, etc. Donc effectivement, t'as raison, ça parle pas du tout de la même chose. Mais moi, je parlais vraiment purement en termes de plaisir de cinéma et de plaisir de suspense, parce que pour moi, ça justifie pas forcément que le méchant soit, entre guillemets, le même en moins bien, si tu veux. Je reste sur le côté, effectivement, c'est pas le même dans ce qu'il représente, mais dans purement ce qui est le plan du méchant, et voilà, moi, je trouve quand même ça décevant, en fait, quel que soit l'objectif symbolique. Mais ce film a des vrais problèmes par rapport à ces retournements de situation, je suis d'accord avec toi. Par exemple, il y a aussi une grosse facilité avec la moquette. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est quand même assez affligeant comment ils mettent en place ça. Enfin, comment ils... Ouais, ça sort d'un chapeau, quoi. Ouais, c'est ça. c'est hyper gros. Je pense d'ailleurs que c'était peut-être pas le cœur de ce que voulait faire Matt Reeves avec ce film, puisque j'ai l'impression qu'il se démarque beaucoup plus par son aspect visuel que par son aspect narratif. Voilà, dans tous les cas, disons que si tu disais que c'est joli, c'est pas joli pour être joli, tu vois. C'est pas je trouve pas que ce soit la jolie image. Jolie image, pour moi, c'est pas forcément un compliment en soi, tu vois. C'est une esthétique qui, en fait, a valeur à tout est dit dedans, quoi. Ouais, du coup, je dirais pas que c'est de la jolie image, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il y a quelque chose derrière. Mais du coup, je corrigerais ça en disant, je pense que je vois là où ils ont voulu aller, et d'un point de vue visuel, ils y sont allés très fort, et c'est très bien. Cependant, je trouve dans ce cas-là que le reste ne suit pas. Parce que je m'attendais, en fait, même dans le scénario, à quelque chose de plus sombre, en fait. Et là, au final, je trouve que dans l'écriture, c'est quand même un petit peu aseptisé. Parce qu'au final, du début à la fin du film, le constat de Batman, c'est de dire que Gotham est corrompu. On n'en apprend pas tant plus que ça, alors que Gotham est corrompu, on le savait avant le début du film. Je sais pas, ça fait un peu film d'ado gothique un peu rebelle, tu vois, mais qui va dire des choses évidentes, entre guillemets. Enfin, je sais pas si on est d'accord sur ce qui concerne le propos du film et ce que ça peut dire sur la société, etc. Mais j'ai l'impression que c'est pas non plus un film qui va faire des grandes dénonciations, et je sais qu'on peut pas en attendre autant d'un film, d'un gros blockbuster qui a coûté des centaines de millions. Tu me demandes si je suis d'accord avec toi, là, en fait. Ouais. Tu me tends la paix. Est-ce que pour toi, d'un point de vue politique, il parle de quoi, le film ? Je pense qu'il parle d'une société qui part en vrille et d'une sorte d'urgence totale qu'on vit au quotidien, et qui nous pousse à entretenir des sentiments très ambivalents en nous. Et la plupart des personnages ont leur propre façon, leurs propres actions par rapport à ça, et à gérer cette tant de noirceur qui nous tombe dessus. Voilà, il y a, comme tu disais, ce côté plus complotiste, plus souterrain, plus extrémiste finalement, représenté par l'homme mystère. Il y a Catwoman qui est plus dans... de toute façon, tout est pourri, et elle se trouve une échappée dans se servir de ceux qui sont corrompus, mais sans grand but. Ouais, Catwoman, en fait, limite, elle cherche plus à survivre et à se débrouiller dans ce monde que forcément à faire la justice. Et Batman, dans tout ça, en fait, je trouve que la force du personnage là de Batman peut faire crise d'ado, comme tu dis, mais en fait, toute la profondeur du personnage est dit dans son regard, dans ce qu'il intériorise. Et à certains moments, je trouve ça justement beaucoup plus déjà accessible, et qui peut parler à beaucoup plus de monde que le Batman de Christopher Nolan, tu vois.
parce qu'il a une douleur, ouais, il a une douleur enfantine, mais est-ce qu'on n'est pas tous des enfants finalement? Enfin, il a un truc, en fait, il a une construction de personnage qui me fait penser presque à certains personnages des films de Gus Van Sant, tu vois, genre des personnages taiseux, en quête existentielle, tu vois. Ouais, je vois. Et en ça, tu vois, même les grandes révélations que va avoir Batman, ça va jamais être par la parole. Tu vois, enfin, ça va jamais être. Mis à part une voix off à la fin très, très explicite, et je la regrette beaucoup. Mais tu vois, par exemple, son sous-texte par rapport à ses parents qui se sont fait tuer, bon, c'est pas un spoil, tout le monde le sait, c'est dit avec un long plan regard. Un des personnages qui va lui mettre face à ses paradoxes de vengeance, c'est dit avec un regard. Je trouve ça osé quand même dans un film de studio aussi important, qu'on prenne le temps de s'intéresser à des sentiments comme ça, juste dans le non-dit et dans le... Oui, puis de les exprimer aussi comme ça, parce que ce qui est pas forcément anodin, c'est aussi le fait de pas les verbaliser. Ouais. Ça, c'est vrai qu'en termes d'écriture, c'est assez intéressant, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord. Autre chose auquel je pensais pendant que tu parlais, je trouve ça assez notable que dans cette adaptation, Batman soit dans le costume de Batman quasiment tout le long du film. Je trouve ça intéressant dans le sens où ça s'inscrit un peu en contradiction de beaucoup de blockbusters de super-héros, parce que le système hollywoodien, il se base sur un système où il va te montrer la tête d'un acteur et il va te vendre le film sur cet acteur. Et même là, ce film, il s'est vendu sur la présence de Robert Pattinson, par exemple. Mais Ouais. Malgré ça, il a réussi à se vendre sur la présence de Robert Pattinson, alors que Robert Pattinson, on voit pas tant son visage dans le film, que même dans les bandes annonces, on voit pas tant son visage, et que... Oui, il est presque méconnaissable quand il est en Batman. Ouais, voilà. C'est-à-dire, Genre- bon, il y a quand même sa mâchoire qui est Ouais. assez reconnaissable, Ouais, mais effectivement, il n'y a pas le côté glamour de, vous avez vu, on a Pattinson, il est beau, il est scintillant. Enfin, tu vois... Pattinson et Jerry Dior, c'est ça, je crois. Ouais, voilà, exactement. Et ça, je trouve qu'ils ont bien compris cette ambivalence-là chez Pattinson et qu'il fallait l'exploiter, quoi. Ce côté, ouais, c'est Edward Cullen, mais c'est aussi le mec qui a fait des films chelous indépendants. Et en fait, bah, là, on réunit les deux dans un blockbuster qui se veut plus sombre et plus violent que d'habitude. Et pour le coup, je pense que dans ce film, contrairement au film de Nolan et de Burton précédemment, ce film est très intéressé par Batman et par la figure de Batman, là où Nolan, en fait, était plus intéressé par les potentiels de scénario et de mise en scène que ça impliquait, donc par exemple tous les attentats du Joker, et que Burton était plus intéressé par les méchants et iconisait les méchants. Burton, il a beaucoup plus iconisé le Joker ou le Pingouin que Batman lui-même, en fait. Et là, pour le coup, on a un film qui est vraiment passionné par la figure de Batman, et dès le début du film, il y a toute la scène d'intro, en fait, elle est là pour l'iconiser, faire attention, il arrive, il y a un gros build-up sur Non, son c'est pas la apparition. scène d'intro, mais la scène du Ouais, début. la première scène où il apparaît, et du coup, il y a vraiment tout un build-up sur son apparition, sur vous l'attendez tous, et il est là et il casse des gueules. Et c'est vrai que ça, pour le coup, je pense que c'est une vraie force du film, c'est d'avoir conscience que Batman est une icône de pop culture, et de la prendre à bras le corps et de dire bah voilà, vous l'attendez tous, il est là, et après une fois qu'il est là, de s'en servir pour tout son potentiel cinématographique. Oui, et là aussi où il épouse bien quelque chose qui n'était pas tant dans les anciens, mais aussi c'est parce que la société évolue, mais c'est dans le rapport aux nouvelles technologies. Il y a une mise en scène des nouvelles technologies dans le film, et qui est beaucoup mieux faite que, par exemple, celle des films Marvel. Moi, je trouve la manière dont ils mettent en scène les nouvelles technologies dans les films Marvel, on dirait une pub juste Micromania, genre. Tu vois, il n'y a aucun recul dans la manière dont le Spider-Man, par exemple, le nouveau Spider-Man met en place ces nouvelles technologies. Il y a C'est plus presque la science-fiction magique, entre guillemets, où Ouais. c'est juste bah ta gueule, c'est magique, c'est des micro-particules qui font que l'armure d'Iron Man, elle apparaît comme ça, et c'est tout. Ouais, mais surtout, il n'y a aucun recul. C'est là, youhou, on y va à fond. Ouais. Génial, tu vois. Alors que là... Un côté presque, entre guillemets, cartoonesque, pas Ouais. forcément dans le mauvais sens du terme, mais juste, voilà, ça sort d'un chapeau, on s'en fout, c'est pas ça important. Oui, mais alors que là, il y a, c'est ambivalent en fait, ces questions de nouvelles technologies. Par exemple, toute la scène dans le sous-sol de la boîte de nuit, quand Catwoman infiltre, tu vois, cette partie VIP de la boîte de nuit. Bah, j'aime bien que ce soit pas cartoonesque, en fait, c'est très concret presque, tu vois. Là, Ouais. c'est un FaceTime un peu basique, mais ils le mettent, et même toutes les apparitions de l'homme mystère. En un coup de vidéo, tu sais, un petit peu Twitch. Ouais. C'est Mais c'est vrai que live. là-dessus, c'est bien traité. Mais c'est presque fait à l'arrache, c'est ça que je voulais dire et j'aime bien. Ouais, bah surtout, moi j'aime bien effectivement tout le rapport de l'homme mystère à Internet, à la technologie, à la communication. Et ça, c'est un vrai truc qui est contemporain et qui parle d'aujourd'hui. Et c'est vrai que. Alors, je trouve que, en fait, Batman, il y a toute une tradition dans
dans Batman, juste dans la mythologie Batman, de la technologie et des gadgets, en fait. Parce que Batman, il enquête avec des gadgets parce qu'il n'a pas de super pouvoir. Son super pouvoir, c'est d'être super riche et du coup d'avoir des super gadgets de malade. Et effectivement, enfin tu vois, par exemple, déjà chez Nolan, il y avait une réflexion sur la technologie, notamment le plan qu'il utilise dans The Dark Knight implique en fait une espèce d'espionnage global et du coup il y a tout un questionnement moral, est-ce que c'est moral de s'en servir ou pas, etc. Bref, donc tout ça pour dire, c'est une question qui a toujours été présente dans la mythologie Batman, mais effectivement là c'est très bien fait, et notamment j'aime bien, comme je disais, la manière dont ça parle d'aujourd'hui, notamment le fait que, comme on disait, le Riddler, dans cette version, il a percé sur Twitch, enfin pas sur Twitch mais sur internet quoi, il a appris à faire des bombes artisanales en stream, en parlant avec des gens qui lui laissent des messages dans le chat, et globalement t'as toute une réflexion contemporaine, très contemporaine en fait, sur la technologie et sur la communication qu'il n'y aurait pas eu dans un Batman il y a 5 ou 10 ans quoi. Ouais, en fait, ça y est, j'ai compris ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, ce que j'aime, c'est qu'il ose utiliser des types d'images qu'on voit vraiment, nous, tous les jours en surfant sur un réseau social. Tu vois. Ok, ouais. C'est des images un peu à l'arrache comme ça. Un peu amateur. Amateur, Ouais. mais ça dénote pas avec le reste. Mais il ose les inclure. Et tu vois, les apparitions de The Riddler, j'ai des souvenirs, c'est presque genre des captures d'écran où t'as plusieurs onglets. Enfin, tu vois, et ça, ça, c'est pas du tout, par exemple, ce que travaille Nolan. Ouais, effectivement. Je suis d'accord là-dessus. D'autant qu'en plus, je trouve que c'est un régime d'image qui est plutôt logiquement lié aux attentats. Parce que ces images-là, elles ont commencé beaucoup à exister à partir du 11 septembre. Et effectivement, ouais, l'image amateur, elle est vachement liée à ça. Parce que quand il se passe un attentat, par définition, c'est imprévisible. Et du coup, les seules images qu'on en a souvent, c'est se filmer au portable à l'arrache, etc. Et ouais, globalement, c'est tout un régime d'image qui est bien traité dans le film. Ouais. J'ai juste répété ce que tu voulais dire en deux, trois exemples. Mais voilà. Est-ce que toi, tu veux développer sur certains aspects de The Batman parce que du coup, moi, j'ai un peu au bout de mes notes, mais... Non, en fait, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a des gros problèmes en termes d'écriture. Même les énigmes de The Riddler, c'est affligeant à quel point elles sont simples. Et c'est dommage, tu vois, parce qu'on sent que même en termes d'esthétique, il s'inspire beaucoup de Seven et de toute cette branche-là, de David Fincher et tout, mais c'est un peu ridicule quand tu simplifies autant en termes de narration, quoi. Mais en fait, je trouve ça... Là, tu as raison, on peut le rapprocher pas mal de Denis Villeneuve. En fait, moi, je trouve que c'est dans sa manière dont il prend son temps dans les choses. Et moi, je trouve ça génial, quoi, qu'un film d'aussi gros budget ose prendre le temps d'instaurer une ambiance comme ça. Genre vraiment, je sais pas si tu te souviens, il y a un plan où il met la main dans une cage où il y a une chauve-souris pour récupérer une lettre que l'a laissée The Riddler. Et ce plan de main qui rentre dans la cage, ça doit durer vraiment 20 secondes. C'est-à-dire que tu as 20 secondes d'une main qui rentre dans une cage juste pour attraper une lettre et qui ressort. Et en même temps, ça donne une gravité, en fait, à n'importe quel détail, pesant, même en fait, au film. les plus anodins, ça leur donne un poids, tu vois, une noirceur. Et là, ça c'est quelque chose de notre époque actuelle, je trouve. Il y a un poids dans chacune des petits détails, quoi. Ouais. Alors, j'avais pas forcément pensé à ça, mais c'est vrai que les blockbusters sont, ces dernières années, de plus en plus longs, souvent minimum 2h30. Celui-là, il déroge pas à la règle parce qu'il dure 2h50. Et en fait, c'est marrant de voir, si on compare à Marvel, comment les réalisateurs utilisent ce temps en plus, ce temps de longueur dans les films qui sont en moyenne plus longs. Parce que du coup, chez Marvel, ils vont plutôt s'en servir pour rajouter plein de péripéties. Parce que leur but à eux, c'est plus de faire un univers extrêmement riche qui part dans tous les sens. Là où effectivement, dans ce film-là, ça va être plutôt, et aussi dans Dune, renforcer l'ambiance, en fait, des outils plus cinématographiques pour rendre vraiment le tout plus pesant et plus concret, quoi. Ouais, dans Dune, c'est plus dans le rapport un peu psyché, dans le rapport un peu... un peu spirituel. Ouais. Qui n'est pas vraiment là dans ce Batman. Mais tu vois, c'est comme, par exemple... là, j'ai spoilé un petit peu. Vous pouvez passer de 20 secondes pour pas vous faire spoiler. Mais tu vois, aux dernières fois que Batman et Catwoman se voient, on a une discussion d'au revoir, d'adieu, ce que Catwoman va devenir après. Donc ça, déjà, ça prend du temps. Mais le film ose, après, faire une danse en moto... tu vois, qui dure encore pas mal de temps, qui signifie un peu... ils auraient pu se séparer à la fin de leur dialogue, et en fait, il y a 5 minutes... Et non, là, ils osent mettre ça, mais tu vois, à la limite, ils auraient dû supprimer le dialogue avant, tu vois. Ouais. Parce qu'il est beaucoup plus fort quand il se tait. Et tu vois, là, cette scène-là, elle montre bien les défauts, les qualités du film. Je trouve que là, en fait, ils auraient dû enlever ça et juste passer à la scène où
il s'éloigne, il se rapproche avant de se séparer en moto. Alors, peut-être pas enlever tout le dialogue, mais effectivement, ouais, raccourcir le Hmm. dialogue et puis laisser parler aussi l'image. Parce que c'est vrai que, pour le coup, cette scène-là, moi, je l'avais vue avant le reste du film parce que ça m'arrive de voir des fins de film à cause de mon travail. Et en fait, j'avais vu cette scène-là hors contexte et juste avec cette histoire de balai de moto, j'avais déjà compris l'enjeu, en fait. Et effectivement, ça, t'as raison, c'est très fort et ils auraient gagné, ouais, même à mettre moins de dialogue, quitte à raccourcir un peu le film pour vraiment juste laisser parler l'image plus souvent. Ouais, parce que c'est chaque plan presque a quelque chose qui obstrue l'image. Ça, j'adore ce travail-là. Alors, soit ça va être des barreaux en premier plan, soit ça va être comme s'il y avait de la poussière sur sur l'objectif, ou soit ça va être des reflets dans une vitre. Mais à chaque fois, jamais l'image, elle est tout le temps obstruée, tout le temps, tout le temps. Et ça, j'ai trouvé c'est un parti pris osé et super bien fait. Mais en fait, pour conclure, tu vois, on a pas mal parlé de Denis Villeneuve, et je trouvais que là, on a The Batman qui est assez prometteur, je trouve, pour la suite, mais qui a des gros problèmes de scénario. Mais je trouve qu'en fait, du coup, le vrai avenir prometteur pour le futur du blockbuster se trouve dans la personne de Denis Villeneuve, je trouve. Parce que lui, en même temps, il impose une ambiance visuelle, sonore, en termes de mise en scène qui est novatrice. Et suffit de revoir Dune et même Blade Runner avant, revoir la séquence de massacre sous les palmiers, je sais pas si tu te rappelles, dans Dune, pour voir à quel point Oui. le mec rigole pas, quoi, en termes de mise en scène. Et en termes de narration, ça suit aussi, quoi. Donc voilà, l'espoir se trouve chez Denis Villeneuve. C'est comme ça que je conclurai ma critique de Batman. Conclusion sur The Batman, regardez Dune. C'est ça. Donc c'est tout pour notre avis sur The Batman. Voilà, il est toujours en salle actuellement, donc moi j'invite les gens à le voir, même ceux qui ne sont pas vraiment leur cam. Mais Et voilà. ben moi aussi, parce que malgré le fait que j'ai relevé beaucoup de défauts sur le film, globalement je l'aime bien. Je l'aime plus que beaucoup de blockbusters et c'est juste parce que mon axe il était plus centré sur aussi comparé aux autres films Batman, etc. Oui. Mais j'aime bien le film et je vous le recommande. C'était donc The Batman de Matt Reeves. Mais alors, dis-moi, s'il y a un film de la sélection de mars dont on se doit de parler, c'est lequel ? C'est, selon moi, À plein temps d'Éric Gravel. La circulation vers Paris est interrompue. Nous invitons à utiliser un itinéraire de substitution. Vous allez manifester aujourd'hui ? Bah, j'aimerais bien, mais là j'avoue que je m'intéresse plus aux grèves pour y faire face que pour y participer. Je dois aller tous les jours à Paris. C'est dur ça. On a 7 arrivées, 5 départs, 8 recouches. C'est monsieur Yoshida qui prend la Churchill en fin de journée. J'ai un entretien. Pour un boulot ? Genre un bon boulot ? Un super bon boulot. Julie se démène seule pour élever ses 2 enfants à la campagne et garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. C'est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer. Mais dis-moi Corian, du coup, pourquoi est-ce que t'as choisi ce film ? Je l'ai choisi parce que c'est un film où quasi tous les plans transpirent l'intention globale de l'œuvre. L'intention globale de l'œuvre, c'est la personnage est victime d'un système qui pousse les individus à une course inhumaine. Et donc ça, c'est l'idée globale. Et j'ai rarement vu un long métrage qui, presque dans tous ses points, dans sa totalité, est transcendé par cette idée-là. En fait, la plupart des films, il y a aussi une intention globale, mais il y a beaucoup de moments où c'est moins inspiré, où il y a un dialogue qui était nécessaire pour faire avancer l'histoire, et du coup, c'est montré dans un champ contre champ un peu banal. Et ce qui m'a impressionné avec À plein temps, tout le temps, il y a cette idée-là qui est à chaque instant du film. Et c'est un point où on pourrait dire, mais du coup, c'est pas un peu saoulant, pour utiliser ce terme. Et je dirais non, parce qu'en fait, c'est un film qui est jusqu'au boutiste. Mais voilà, je vais développer. Tout le film est dans une intention globale et dans tous ses aspects de la mise en scène. Donc plusieurs exemples, bien sûr, je vais m'expliquer. En termes de montage, par exemple, il y a un moment où la personnage est un soir, en fait, elle a 2 enfants, elle habite en campagne, il y a un moment, elle est exaspérée par la journée épuisante qu'elle vient de passer parce qu'en fait, elle a sa maison en campagne dans une banlieue qu'on devine être, je sais pas, ça pourrait être Cergy ou quelque chose comme ça, quoi, un peu moins urbain. Et là, il se trouve qu'il y a une sorte de grève généralisée qui dure des jours et des jours et qui l'empêche de prendre les transports comme elle fait tous les jours et ça devient une grosse galère pour aller au travail. Et donc, elle se retrouve avec plein de piques-propos, plein de soucis tout le temps. Elle est exaspérée
le soir en rentrant chez elle par tout ce qu'elle a dû à gérer. Et en fait, il y a en plus ces enfants qui crient à ce moment-là, qui sont agités. Et en fait, on passe direct au lendemain, qui est en fait la fête d'anniversaire de son fils. Et en fait, où on passe direct à une scène fugace où les enfants crient de bonheur parce qu'ils jouent. Et en fait, hop, ça passe, cut brusque. Il y a pas mal de cuts qui sont faits comme ça aussi dans le film. Et en fait, ça représente, c'est comme si en fait, elle avait pas Dans dormi. la transition, en fait, on passe du cri de l'enfant qui est en train de foutre le bordel le soir à un cri d'enfant le lendemain en train de s'amuser. Enfin, on passe à son cri, voilà. Transition de l'un à l'autre direct. Et en fait, c'est comme si elle avait pas dormi, tu vois. C'est comme s'il y avait rien qui s'était passé. Et le raccord se fait incroyablement bien. Et il y a plein d'idées comme ça, en termes de scènes qui s'enchaînent. En termes de lumière, le film n'est pas neutre du tout, je trouve aussi. Tu vois, ça casse cette idée reçue des films sociaux, un peu filmés en lumière naturaliste. Non, regardez la bande-annonce, ce n'est pas une lumière naturaliste, ce film. Tout le film est teinté d'une sorte de teinte bleu-vert, un peu très froide en tout cas, qui rend tous les environnements, mais surtout les environnements urbains, très fonctionnels, peu chaleureux, mais qui épouse aussi tout le long le sentiment de la personnage. En ce sens, c'est un film très expressionniste, je trouve, parce qu'il épouse l'état émotionnel de la personnage, parce qu'elle aussi, elle est dans une posture pendant tout le film, malgré elle, mais voilà, en fait, elle tente de s'accorder avec ce monde aseptisé, à porter une posture corporate, enfin tu vois, distant, parce que c'est pour sa survie en fait. Et ce bleu dont je parlais vient exprimer cet affect-là et cette douleur-là aussi. Pareil, il y a des rares moments d'intimité où là la lumière change complètement, par exemple quand elle est dans son lit, où là on est dans une lumière plus intimiste parce c'est un des rares moments où elle est seule avec elle-même, quoi. Mais même là, en fait, moi j'ai adoré ces moments-là parce que le film commence comme ça, bon c'est pas un spoil, c'est vraiment la première scène, elle est dans son lit, elle dort en fait. Et en fait, même ces moments-là où elle dort, on se pourrait se dire elle est enfin un petit peu un moment de répit, mais en fait c'est filmé d'une telle manière qu'on ressente quand même que c'est comme si elle était sur ses gardes. Enfin, on est sur une focale très très courte, c'est une image qui est presque abstraite, on voit un petit bout d'œil, un petit bout de nez, et on a juste D'ailleurs, c'est le générique qui ouvre le film aussi qui est comme ça en fait, centré sur les parties de son corps pendant qu'elle dort, et puis après elle se réveille et le film commence. Ouais, mais ça revient quelquefois un petit peu dans le film, et on a sa respiration quand elle dort qui fait quelque chose comme ça un peu comme ce qu'on fait tous en dormant, mais là c'est accentué de manière, même quand elle dort, elle est sur ses aguets, quoi. Il y a un moment aussi qui m'a beaucoup touché, c'est tous ces plans où justement elle est dans le RER, et là on voit à travers la vitre. Pour tous ceux qui ont déjà pris le RER, ça doit vous parler, mais quand tu sors de Paris, tu vois l'ampleur de ce que c'est. Enfin, t'as Paris intramuros, mais t'as Paris aussi qui s'étend, et tu vois l'ampleur de ce que c'est tout cet urbain qui s'étend, quoi. Là, maintenant, c'est filmé, du coup, le RER va très vite, et on a des sortes de bâtiments qui passent très vite, et on s'attarde pas mal sur ça aussi, et ça montre comment le capitalisme est insidieux, et c'est comme un fil continu qui s'arrête jamais, et tu peux regarder de tous les côtés, et ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ouais, moi je dirais qu'on a l'impression un peu que toute sa vie elle est tracée sur des rails, ce qu'on peut avoir l'impression quand on vit ce type de quotidien un peu métro boulot dodo, surtout avec beaucoup de transport. J'ai vu une interview du réalisateur et il parle d'un film construit en vagues, et c'est vrai que c'est un film très musical. Tu vois, il y a ces moments de ces paysages à travers la vitre qui défilent. Ben là, on est vraiment dans le pic de la vague, quand la houle bat son plein, si j'ose dire. Mais il y a des moments en fait où c'est plus posé. Par exemple, quand l'entretien d'embauche qu'on voit dans la bande-annonce pour un poste qu'elle peut potentiellement avoir. Mais là, la mise en scène se pose plus. Tu vois, on est sur un champ contre champ, la caméra bouge pas. Mais tu sens que quand même, comme au moment où elle dort, il y a une tension. Tu sens dans la manière dont les personnages parlent, dans leur diction, mais tu vois, c'est un moment quand même où ils s'assoient, hop, la musique s'arrête, mais on n'est pas tardé à reprendre très vite. Et tout le film est construit comme ça. Et c'est vrai que c'est un film, je disais, très musical, et parlons de la musique aussi, génial, habité pendant tout le film. Et en fait, ce que je trouve ouf avec la musique, c'est que c'est pas du tout une musique qui illustre ou qui paraphrase, tu vois, ce qui se passe. Il y a peu de films finalement qui utilisent la musique de la sorte, c'est-à-dire que souvent c'est musique de fond un peu. Un des autres films de la sélection qui avait pas mal ce défaut-là de musique de fond, c'est Goliath, pardon, je trouve, qui est aussi un film que j'aime bien. Oui. Mais j'ai trouvé que c'est vraiment la musique qu'il faut pour ce type de film, tu vois. Et dans les moments où c'est émotion, c'est la musique qu'il faut, voilà. Et donc là, à plein temps, c'est quoi la musique ? C'est des sortes de boucles électroniques qui ne s'arrêtent pas et que j'ai adoré, et en fait qui transforment un peu le de la film. minimale en fait.
Ouais, c'est une sorte de la minimale. Moi, j'aime bien ce style de musique en plus, mais déjà, le film est frénétique. Et là, le fait qu'il y ait cette musique-là, c'est que ça devient presque un trip, ce film. Tu vois, ça vient faire écho à quelque chose d'hallucinatoire, un vertige qui rappelle l'ivresse presque, qui est presque ultra sensoriel, quoi. Ouais. Ouais. Et même au niveau du mixage son, là, pas que de la musique, mais ça a dû être un truc hallucinant. Il y a tellement d'actions qui se passent en même temps. Comment faire en sorte que juste ce petit son soit un peu plus fort parce que c'est ça qu'on doit entendre à ce moment-là, mais sans oublier que il y a cette chose qui gêne aussi la personnage. Enfin, en termes de mixage sonore, ça a dû être un calvaire. Le film, en fait, là où j'ai un petit souci, c'est qu'en fait, il pourrait être parfait en termes de mise en scène si la mise en scène ne contenait pas la direction d'acteur. Et je trouve que c'est tellement dommage. Genre, ça pourrait tellement être un film parfait, et malheureusement, mais vraiment parfait, tu vois, ça joue un peu à côté. Je trouve malheureusement, après, forcément, on est plus pointilleux, tu vois, face à une œuvre qui met la barre très haute. Mais ouais, ça me fait mal de dire ça parce qu'en même temps, des fois, elle est tellement ouf et inspirée à plein de moments. Mais alors qu'elle a mis, des fois, les petits moments, elle est un petit peu à côté, à mon sens. Il y a certains bouts de dialogue aussi qui font parfois un peu très écrits. Mais du coup, le rôle de la direction d'acteur et de l'acteur lui-même, ça va être d'effacer ça pour que ça sonne naturel, entre guillemets. Donc effectivement, ça doit être à ce niveau-là qu'il y a un souci. Mais effectivement, moi, je m'étais fait la réflexion en me disant, des fois, certaines phrases qu'elle peut dire ou qu'on peut lui répondre font réplique, font dialogue, en fait, écrit, quoi. Ouais, en fait, Dans le mauvais sens du terme. C'est le problème du film, on pourrait dire, c'est qu'en fait, c'est un film qui doit être construit sur l'accumulation. Sinon, il marcherait pas, je trouve, il tiendrait pas. Donc en fait, il se doit à chaque fois, il se passe ça, et en plus, il y a un truc qui surenchère, et en plus, il y a un truc qui surenchère. Mais en fait, dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. On n'a pas 15 000 trucs qui nous tombent comme ça d'un coup. C'est progressiste, même si on peut avoir l'impression des fois que tout nous tombe dessus d'un coup. Mais là, je crois que le film se passe dans une semaine. Dans une semaine, elle a son fils qui se casse la jambe. Elle va peut-être se faire virer. Enfin, elle n'arrive pas à rejoindre son ex, tu vois, c'est une accumulation de choses. Et en fait, mais le film, dans son propos... C'est nécessaire pour qu'on ait cette sensation que tout va péter et que ça va forcément mal se finir dans sa vie, quoi. Voilà, c'est ça. C'est en plus pour que ce soit une espèce de film collé à la sensation, quoi. C'est nécessaire pour ça. Mais c'est pour ça qu'il y a un gros travail sur le jeu d'acteur pour que ces accumulations restent crédibles, comme tu disais. Mais après, c'est vraiment pas grand-chose. Mais c'est juste, tu vois, quand t'es à deux doigts de frôler la perfection comme ça et que... tu vois, c'est pas alors qu'elle a mis... je parle pas juste d'elle, c'est dans des rôles secondaires, par exemple celle de sa voisine, un peu âgée, qui est touchante aussi par moment, mais ça tique un peu aussi des fois. Mais mis à part ça, il y a une idée à chaque plan par rapport à l'idée globale dont je disais au début. Et l'idée du plan de fin, je le trouve génial aussi. Ouais, carrément. Qu'est-ce que t'en as pensé alors, moi je trouve que quand tu finis le film, il y a vraiment un truc où tu souffles, quoi. Parce que c'est un film qui est assez essoufflant. Là-dessus, je pourrais le rapprocher d'un autre film du corpus qu'on n'a pas gardé, qui s'appelle Rien à foutre, avec Adèle Exarchopoulos. Ouais, je voulais en parler aussi. Parce que dans les deux cas, on suit un personnage féminin dans un rythme de vie effréné, avec beaucoup de déplacements. La principale nuance étant que Rien à foutre, c'est plus un film qui est en deux parties, et du coup, en gros, on a une moitié du film, on est oppressé, et une moitié du film où on souffle plus et on est plus dans la lenteur. Là juste vraiment... Rien à foutre parle de... En fait, c'est un film avec Adèle Exarchopoulos, et elle joue en fait une hôtesse de l'air. Et on va suivre un peu toute la première partie du film qui dure bien 1 heure et centré sur son métier d'hôtesse de l'air de manière presque documentaire, quoi, ce que c'est d'être hôtesse de l'air de manière... voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Rien à foutre, on a une espèce de basculement au milieu du film. Et bon, le film parle pas exactement du même sujet parce qu'il parle de son héroïne qui est du coup une jeune femme et qui est détachée du reste du monde, comment elle va essayer de renouer avec sa famille, gérer son deuil, etc. Donc c'est des thématiques différentes. Mais, oui, mais à plein temps, c'est plus centré sur une mère célibataire qui essaye de tout faire tenir à bout de bras. Mais il y a un vrai rapprochement, je trouve. Mais les deux parlent de l'ingratitude du monde du travail aussi. Oui, aussi. Et c'est vrai que c'est là où on peut les rapprocher. Et aussi, je trouve de l'ingratitude de cette société envers en l'occurrence, ces personnages féminins. Je trouve aussi que le fait que ce soit des femmes, c'est pas anodin. Même si les films ne le soulignent à aucun moment, ou quasiment pas. Mais déjà, le fait que c'est des métiers typiquement féminins qu'on nous montre. Quand je dis typiquement féminin, c'est selon les critères stéréotypés de la société, à savoir hôtesse de l'air dans Rien à foutre, et du coup, femme de chambre dans À plein temps. Tu vois, c'est dans le nom, quoi.
couramment on dit femme de chambre. On Hmm. dit pas agent d'entretien des chambres, tu vois. Ouais, et je trouve que là, on peut leur reprocher, oui, ils ont tous les deux un côté, mais une critique du monde capitaliste. Bon, c'est facile à dire, mais Oui. il y a un truc qui est assez semblable, tu vois, dans Rien à foutre. Il y a pas mal de scènes où tu vois ben, la compagnie pour laquelle elle travaille de vol low cost. Tu sais, il y a un moment où, donc, dans Rien à foutre où il lui demande, oui, pourquoi tu notes bien tes collègues comme ça, tu mets à tous tes collègues 5 étoiles, un des patrons. Elle dit, oui, mais là, en fait, vous m'obligez à être malhonnête pour votre propre intérêt, quoi. Les deux films mettent en avant comme ça mais en fait, tu peux rien faire face à ton... Face à ton face supérieur, aux face à gens la au-dessus. hiérarchie. Et encore une fois, non, c'est pas des individus, c'est... non, arrête. Ouais. C'est vrai, ça fait penser dans À plein temps, ce que tu viens de dire dans Rien à foutre, ça fait penser dans À plein temps à t'as sa supérieure qui lui fait des reproches et qui lui dit mais en fait là tu prends trop ta place pour acquise, tu prends trop de liberté, si tu continues tu vas peut-être pas rester avec nous. Et on a toute cette menace qui plane. Là où dans Rien Oui. à foutre, c'est des reproches aussi, et c'est pareil, une menace de se faire renvoyer en fait. Ouais, mais après, c'est assez subtil parce que même sa supérieure dans À plein temps a aussi des raisons de lui dire ça parce qu'elle aussi, elle a des pressions. Elle aussi, elle subit des pressions et en fait, c'est toujours, tu vois, Oui, bien sûr. tout le monde, tu fais toujours une instance au-dessus qui vient imposer des choses. Un maillon en plus de la Voilà. chaîne, quoi. Mais c'est en fait, je trouve qu'il y a pas mal de. Il y a une sorte de. Il y a quelque chose dans l'air, dans le cinéma en ce moment par rapport à cette question-là, tu vois. Ouais. C'est aussi la question centrale dans Un autre monde que j'ai vu de Stéphane Brisé, qui parle aussi de l'ingratitude du monde du travail. Et pour le cas où là, on suit un patron dans Un autre monde. C'est Vincent Lindon joue le personnage d'un patron. C'est comment, là aussi, même quand t'es patron, t'as toujours une pression au-dessus qui vient te pousser à virer des gens. Oui. Et même Goliath décrit aussi, montre cette absurdité de tu peux rien faire en fait. Ouais. Bah, Goliath, c'est plus la confrontation des enjeux de chacun, étant donné qu'on a un film, on va dire un film choral qui s'attarde sur 3 personnages qui ont des enjeux très différents. Mais il y a effectivement toujours ce truc-là de la pression de la hiérarchie qui mène à un côté vraiment inéluctable, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a un truc dans l'air, je trouve, dans le cinéma par rapport à cette question-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que du coup, c'est une tendance qu'on relève dans pas mal de films. Comme toi, j'ai été beaucoup touché aussi par le fait que le film s'attarde, parce que pour moi, c'est ça vraiment aussi sa force, les moments sur lesquels le film choisit de s'attarder. Ça, c'est un vrai choix de narration et il est très important, je trouve. Il va de pair avec la mise en scène que tu as relevée. C'est effectivement, moi, la manière dont je le formule, c'est j'avais jamais vu un film avec autant de scènes de transport. Et ça arrive à saisir quelque chose du réel, donc de cette réalité qui est quand on est en banlieue parisienne, surtout en banlieue éloignée, voilà, ça arrive en fait à saisir une réalité par ce simple choix de narration qui est de se dire on va mettre énormément de scènes où elle est simplement en déplacement, elle est simplement assise dans un train, debout dans un bus, et on les enchaîne ces scènes-là, et ça je trouve ça vraiment pertinent et vraiment typique de ce film-là pour le coup. Oui, et la mise en scène épouse ce transport-là constant. Tu vois, il y a un plan incroyable aussi et j'aimerais vraiment en savoir plus sur comment ils ont fait ça. Mais tu sais, à un moment, elle court à fond parce qu'elle est en retard pour rentrer dans son hôtel. Elle court, mais vraiment, elle se tape un sprint et on la suit. Ouais, je sais pas dans la rue. Oui, tu sais, on la suit. Là aussi, la caméra va hyper vite dans un travelling qui n'en finit pas. Et ça bouge, donc ça bouge pas mal. Donc on ressent encore plus sa pression. Et elle traverse dans un Paris... Enfin voilà, ils n'ont pas bloqué une rue pour faire ce plan-là, donc je ne sais pas comment ils ont fait. Et ils arrivent à la suivre parfaitement sans qu'elle sorte de l'image. Et voilà, j'ai adoré ce plan-là aussi. Ouais. Carrément. Mais en fait, en plus, c'est un truc qui est con comme la lune, quoi. C'est juste raconter, dans ce plan-là, par exemple, juste raconter quelqu'un qui est en retard, qui est vraiment en retard, et qui va courir pour arriver à temps. Et pourtant, que ce soit le fait de s'attarder là-dessus, ou le fait de le raconter comme ça, au final, c'est pas si commun. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors ça, que en fait, ça va faire écho aussi à nous plein de choses. Enfin, voilà. Jamais j'ai couru autant qu'à Paris parce que j'étais en retard, tu vois. Oui. Donc, il y a un truc qui saisit spécifiquement de Paris, tu vois, j'ai l'impression. J'ai pas été... plein de fois à Paris, il fallait que je cours pour être à l'heure à quelque chose, tu vois. Ouais, il y a ce truc en fait où c'est... Mais du coup, peut-être que c'est aussi le cas dans d'autres grandes métropoles de la même taille ou plus grandes, mais il y a ce côté, en fait, c'est tellement tentaculaire... Et le film arrive à saisir ça. À l'heure où on enregistre ce podcast, le film est encore en salle. Donc voilà, si à l'heure où il sort, il est encore près de chez vous, franchement, foncez, ça vaut vraiment le coup. C'était notre avis sur À plein temps de Éric Gravel.
Et voilà, le 4e épisode de Phosphène touche à sa fin. Merci infiniment de nous avoir écoutés. J'en profite pour vous rappeler qu'il existe un compte Instagram dédié spécifiquement au podcast qui s'appelle @phosphène le podcast. N'hésitez pas à aller vous abonner pour ne rater aucun épisode ni aucune news. Voilà. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, ça nous aiderait énormément. Je remercie Vincent Pingot pour la composition de la musique du générique, Rémi Catarin et Tiffaine Rio pour avoir enregistré les voix du dialogue. Et enfin, je te remercie toi Pierre. Et ben merci Corian. On se retrouve donc pour le 5e épisode de Phosphène. Déjà, le temps passe si vite. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite des nuits lumineuses et des matins soyeux. Salut tout le monde.